Il a simplement décidé de vérifier son jardin avec un détecteur de métaux, sans s'attendre à quoi que ce soit d'inhabituel. Mais un signal s'est révélé bien trop puissant. Sous la terre se cachait quelque chose que personne n'aurait jamais dû retrouver pendant des décennies. Et lorsque le coffre a été ouvert, une chose est devenue évidente. Cette histoire est bien plus terrifiante qu'elle n'en a l'air. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Lorsqu'Ethan Brooks acheta la maison, il ne cherchait ni un refuge romantique, ni un nouveau départ éclatant. Il cherchait surtout un endroit où personne ne poserait de questions. La bâtisse se trouvait à la lisière d'une petite ville presque invisible sur la carte. Un de ces endroits que l'on traverse sans s'en souvenir, où les routes semblent hésiter avant de continuer plus loin. La décision de partir avait mûri longtemps, nourrie par une fatigue profonde et par une perte qu'il n'avait jamais vraiment su nommer à voix haute. La ville qu'il quittait l'avait vidé de tout ce qu'il avait cru solide en lui, et il était arrivé à un point où même le bruit lui faisait mal. La maison semblait tenir debout par pure obstination. Le porche en bois s'affaissait légèrement au centre, comme si des années de pas répétés avaient fini par lui voler sa dignité. Les gouttières vibraient au moindre souffle de vent, produisant un cliquetis métallique qui rappelait sans cesse que rien ici n'était vraiment neuf. Pourtant, dès la première visite, Ethan avait ressenti une forme de calme. Ce n'était pas un endroit qui promettait le bonheur, mais c'était un endroit qui promettait le silence. Et cela lui suffisait. À l'arrière, le terrain descendait en pente douce, vers une rangée d'érables clairsemés et une bande de buissons sauvages que personne ne semblait avoir taillés depuis des années. Le regard d'Ethan s'y posait souvent, attiré par cette impression de retrait, presque d'isolement. Au centre de la cour, une irrégularité du sol attirait parfois son attention. Une légère dépression, comme si la terre avait été remuée autrefois avant de se tasser lentement. Il n'y prêtait pas grande importance. Il expliquait cela par les racines, par un ancien abri de jardin, par n'importe quelle raison banale qui ne méritait pas d'être creusée davantage. Avant de venir ici, Ethan avait été électricien. Il connaissait les fils morts, les circuits défaillants, et il avait cette capacité presque instinctive à rendre la lumière à des endroits où l'on avait cessé de l'attendre. Ce métier lui avait appris la patience et l'obstination. L'idée qu'un problème n'était jamais vraiment terminé tant qu'il n'avait pas été résolu jusqu'au bout. Mais ce savoir-faire ne l'avait pas protégé de la vie. Après une succession de chantiers mal payés, de nuits trop longues et d'une perte personnelle qu'il avait laissée vide, il avait compris qu'il devait partir, non pour se retrouver, mais pour ne pas se perdre davantage. Dans la petite ville, il s'était fondu dans le décor avec une facilité déconcertante. Il réparait des tableaux électriques, changeait des disjoncteurs, installait parfois des luminaires. Les gens le saluaient poliment, sans curiosité excessive. Personne ne cherchait à savoir d'où il venait, ni ce qu'il fuyait. De l'autre côté de la route vivait Margaret Price, une veuve âgée qui cuisinait bien trop pour une seule personne et trouvait toujours un prétexte pour déposer une part de tarte sur le porche d'Ethan. Ce geste simple, répété sans explication, faisait partie de ces petites choses qui rendaient la solitude supportable sans jamais l'abolir. Les jours passaient lentement. Ethan apprenait le rythme du lieu, la façon dont le silence n'était jamais total, mais toujours traversé de sons discrets, le vent dans les feuilles, un chien au loin, le moteur d'une voiture qui passait trop rarement pour être une nuisance. Peu à peu, il cessa de regarder l'horloge. C'était exactement ce qu'il était venu chercher. C'est presque par hasard qu'il tomba sur l'annonce. Un homme vendait un détecteur de métaux à bas prix, un modèle ancien, usé, mais encore fonctionnel. L'achat n'avait aucun sens pratique. Ethan n'avait pas l'âme d'un chercheur de trésors, ni l'espoir de découvrir quoi que ce soit d'exceptionnel. Mais il y vit une occupation simple, quelque chose qui donnerait à ses mains un travail sans enjeu et à son esprit un rythme. Les premières semaines confirmèrent cette impression. Le détecteur émettait ses bips stridents pour des clous rouillés, des morceaux de fil, des capsules de bouteilles oubliées depuis des décennies. Ethan creusait sans empressement, plus attentif aux gestes qu'aux résultats. Il aimait le moment où la pelle entrait dans la terre, la sensation du sol humide, la découverte d'un objet froid et insignifiant qui avait pourtant traversé le temps. Un jour, il trouva une vieille capsule ornée d'un logo presque effacé, sur lequel on pouvait encore lire « Blue Lantern ». Il la nettoya sous l'eau du robinet et la posa près de l'évier, sans trop savoir pourquoi.
Quelque chose dans cet objet lui donnait l'impression que le passé n'était jamais vraiment parti, qu'il attendait simplement qu'on tombe dessus. Peu après, il fit la connaissance de Frank Delaney, un voisin de 2 maisons plus loin. L'homme était sec, les mains marquées par une vie de mécanique. Le regard de quelqu'un qui avait vu trop d'histoires pour éprouver encore le besoin de les raconter. Ils échangèrent d'un quelques mots, rien de plus. C'est Frank qui mentionna le Blue Lantern, expliquant que le club avait brûlé à la fin des années 50 et que le terrain avait ensuite été rapidement revendu. Il n'y avait pas de mise en garde explicite dans sa voix, mais une retenue qui en disait long. Certaines choses, semblait-il dire, valaient mieux rester enfouies. Ethan continua pourtant. Il ne cherchait rien de précis, et c'est précisément pour cela qu'il ne vit pas venir le moment où tout bascula. L'automne arriva avec ses pluies persistantes, rendant la terre plus lourde, plus malléable. Un matin gris, après une nuit de pluie, Ethan sortit dans la cour avec le détecteur. Le sol semblait différent sous ses pieds, plus souple, presque prêt à céder. Le signal retentit soudain, net et puissant. Ce n'était pas le bip hésitant des petits objets, mais un son plein, régulier, qui fit vibrer la poignée dans sa main. Ethan passa la bobine une seconde fois, puis une troisième. Le signal ne variait pas. Il venait de la dépression au centre de la cour. Il planta un petit piquet pour marquer l'endroit et resta un instant immobile, envahi par une sensation étrange, un mélange d'excitation et d'appréhension qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'appel entra dans le sol avec une facilité déconcertante. À peine avait-il creusé sur la profondeur d'un fer de bêche qu'elle heurta quelque chose de dur. Ethan s'agenouilla, écarta la terre à main nue et vit apparaître une surface lisse, peinte, d'un rouge sombre, presque bordeaux, traversée par une fine ligne de chrome terni. Il resta figé. Ce n'était ni un tuyau ni un vieux réservoir. C'était une courbe familière, indéniable. La compréhension s'imposa lentement, sans fracas. Sous son jardin reposait une voiture. Pas un simple amas de ferraille, mais un véhicule entier, enterré comme on enterre ce que l'on ne veut plus jamais revoir. Ethan se redressa, le cœur battant, conscient que ce qu'il venait de mettre au jour n'était que le début, et que la terre, désormais, ne se contenterait plus de garder le silence. Ethan resta longtemps immobile au bord de la fosse improvisée, les mains encore couvertes de terre humide, les yeux fixés sur cette courbe de métal rouge sombre qui affleurait à peine. Le silence autour de lui semblait s'être épaissi, comme si le jardin lui-même retenait son souffle. Il sentit alors, pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, que quelque chose venait de se déplacer, non seulement dans le sol, mais aussi en lui. Ce qu'il avait cherché sans y croire s'était manifesté, et il n'était plus possible de l'ignorer. Il reprit son souffle et se remit au travail avec une lenteur presque cérémonielle. Chaque pelletée élargissait la cavité, révélant progressivement d'autres lignes, d'autres surfaces métalliques. À mesure que la terre se retirait, la forme devenait plus évidente, plus incontestable. Ce n'était pas un fragment, ni une carcasse brisée, mais un ensemble cohérent, intact dans sa structure. Ethan suivait les contours avec attention, comme s'il craignait qu'un geste trop brusque ne brise un équilibre invisible. Très vite, il reconnut le style. Les lignes basses et allongées, les courbes généreuses, la façon dont la carrosserie semblait avoir été dessinée pour glisser plutôt que pour résister. C'était une voiture de la fin des années 50, une époque où l'on construisait encore des véhicules comme des promesses, larges, élégants, presque théâtraux. L'idée qu'un tel objet ait été enterré, caché sous des décennies de terre, lui parut profondément absurde. Plus la voiture se dévoilait, plus le contraste entre sa beauté passée et son sort présent devenait troublant. En dégageant l'un des flancs, Ethan remarqua quelque chose qui fit naître un malaise sourd. Les portières ne présentaient aucune trace d'ouverture possible. En se rapprochant, il distingua des soudures grossières, irrégulières, qui couraient le long des jointures. On n'avait pas simplement fermé la voiture, on l'avait scellée. Le coffre portait les mêmes marques, une ligne de métal fondu, figée dans une intention sans équivoque. Cette découverte transforma la curiosité initiale en une inquiétude plus profonde. Personne n'enterre une voiture ainsi, sans une raison grave. La lumière du jour déclinait lorsque Ethan s'arrêta, épuisé, le dos douloureux, les bras tremblants. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer seul, pas sans risquer de tout faire s'effondrer. Le lendemain,
Après une nuit agitée peuplée de rêves confus et de bruits imaginaires, il loua un petit excavateur. Il expliqua au loueur qu'il nivelait son terrain pour un futur aménagement. Le mensonge sortit naturellement, presque sans réflexion, comme si une part de lui avait déjà compris qu'il était engagé dans quelque chose qui dépasserait une simple trouvaille. Lorsque la machine entra dans le jardin, Ethan ressentit une étrange culpabilité. Le bruit du moteur déchirait le calme qu'il avait tant recherché en venant ici. Pourtant, chaque mouvement du bras mécanique révélait davantage la vérité enfouie. La terre glissait, lourde et sombre, découvrant peu à peu la totalité du véhicule. Lorsqu'il apparut enfin dans son ensemble, Ethan eut un instant de vertige. Les pneus aux flancs autrefois blancs étaient ternis, mais encore reconnaissables. Les enjoliveurs portèrent des emblèmes presque effacés. Malgré la rouille et la saleté, il était évident que cette voiture avait été rare, coûteuse et admirée en son temps. Ce fut alors que l'odeur se manifesta. Elle s'échappa par une vitre latérale brisée, d'abord discrète, puis de plus en plus présente. Une senteur de cuir ancien, de moisissure, mêlée à quelque chose de plus lourd, de plus organique, qui fit se nouer l'estomac d'Ethan. Il se redressa brusquement, la bouche sèche, envahi par une certitude glaciale. Ce qu'il avait découvert n'était pas seulement une relique, c'était une tombe. Comme attiré par une force qu'il ne contrôlait pas, Frank Delaney apparut près de la clôture. Il ne salua pas. Il s'approcha lentement, observa la voiture, les soudures, la couleur de la carrosserie. Le visage de l'homme se ferma et une pâleur inhabituelle s'installa sur ses traits. Il n'eut pas besoin de parler longtemps. Il évoqua le propriétaire du Blue Lantern, un homme flamboyant, amateur de belles choses, qui conduisait un cabriolet de cette teinte exacte. Il parla aussi de sa disparition, soudaine, jamais expliquée. À l'époque, la ville avait appris à détourner le regard. Ethan sentit le poids de ces mots s'abattre sur lui. Il comprit que ce qu'il avait mis au jour n'était pas un accident isolé, mais une pièce manquante d'une histoire soigneusement effacée. Il aurait pu s'arrêter là, appeler les autorités, recouvrir la fosse et se tenir à distance. Cette option se présenta à lui avec une clarté presque douloureuse. Mais quelque chose, forgé par des années à réparer ce que d'autres abandonnaient, l'en empêcha. Il ne savait pas laisser une chose inachevée, surtout lorsqu'elle réclamait d'être comprise. Dans son abri, il sortit un chalumeau à gaz, vérifia les valves, ajusta la flamme. Chaque geste était précis, maîtrisé, mais son esprit, lui, était envahi de doutes. Il se rapprocha du coffre, observa une dernière fois la soudure, comme s'il espérait qu'elle cède d'elle-même, qu'elle le dispense de la décision finale. Puis il alluma le chalumeau et traça lentement la flamme le long du métal. Le sifflement du gaz, l'odeur de peinture brûlée et la pluie d'étincelles qui s'éteignaient dans la terre créèrent une atmosphère irréelle. Lorsqu'il fit levier avec un pied de biche, le coffre résista un instant, puis céda dans un grincement humide et lourd. Ethan recula instinctivement. L'air qui s'en échappa semblait chargé de décennies de silence et de secrets. La lumière du jour pénétra à l'intérieur, révélant ce que la terre avait gardé si longtemps. À cet instant précis, Ethan comprit que ce qu'il allait voir ne le quitterait jamais, et que la frontière entre sa vie d'avant et celle qui l'attendait venait d'être définitivement franchie. La lumière glissa lentement à l'intérieur du coffre, d'abord timide, puis plus franche, révélant des formes que l'obscurité avait tenues serrées pendant des décennies. Ethan resta immobile, incapable de faire un pas de plus, comme si son corps comprenait avant son esprit que ce qu'il voyait ne pourrait jamais être effacé. L'air qui s'échappait du véhicule semblait plus lourd que le reste du monde, chargé d'une humidité ancienne, d'une odeur de cuir décomposé et de quelque chose de plus profond, de plus définitif, qui ne laissait aucun doute sur la nature de ce lieu. À l'intérieur du coffre, le squelette reposait dans une position contrainte, presque brutale, comme si le corps avait été plié sans ménagement pour entrer dans cet espace trop étroit. Les os avaient pris une teinte jaunâtre, ternie par le temps, et les restes de vêtements pendaient en lambeaux sombres, collés contre la carrosserie intérieure. Le crâne était incliné sur le côté, les orbites vides tournées vers rien, indifférentes à la présence d'Ethan. Il sentit sa gorge se serrer, non pas de peur pure, mais d'une conscience aiguë de l'intimité violée d'un homme, mort depuis longtemps. Il força son regard à se détacher des os pour observer le reste. À côté du squelette se trouvait une valise en cuir craquelé, dont la surface portait les cicatrices du temps, mais conservait encore une forme solide.
Un peu plus loin, coincé contre la paroi, un porte-document maintenu par une sangle rigide semblait presque intact. Cette juxtaposition de la mort et d'objets soigneusement rangés troubla Ethan plus que la vision du corps lui-même. Tout cela n'avait pas été fait dans la panique. Il y avait eu de l'intention, du calcul. Il ne toucha pas aux os plus longtemps que nécessaire. Chaque geste était pesé, respectueux, comme s'il craignait de provoquer une réaction invisible. Lorsqu'il ouvrit la valise, il découvrit des objets personnels figés dans le temps. Une montre dont les aiguilles s'étaient arrêtées à une heure indéterminée. Une paire de boutons de manchette ornés d'initiales finement gravées. Une bague ternie qui avait autrefois brillé au doigt d'un homme vivant, confiant dans la continuité de ses jours. Ces détails donnèrent soudain une épaisseur humaine à ce qui aurait pu rester une simple énigme macabre. Le porte-document exigea plus d'efforts. Le cuir craqua lorsqu'il céda, libérant une odeur de papier humide et de moisissure. À l'intérieur, les documents étaient en partie collés les uns aux autres, certains réduits à des plaques sombres illisibles, mais d'autres avaient de résister. Ethan distingua des en-têtes, des cachets officiels, des tableaux de chiffres tracés à la main. Il reconnut des factures, des contrats, des listes de noms. Plus il feuilletait avec précaution, plus un schéma se dessinait. Des transferts d'argent, des sociétés écrans, des parts dans des projets immobiliers et des chantiers publics. Certains noms lui étaient là familiers. Il les avait vus sur des devantures de magasins, sur des plaques vissées au mur du centre-ville, sur des affiches de fondations caritatives. Des familles respectées, installées ici depuis des générations. Cette reconnaissance provoqua en lui un frisson glacé. Le squelette dans le coffre n'était pas seulement celui d'un homme disparu. C'était le témoin silencieux d'un système entier, soigneusement bâti et protégé par le temps et le silence. La compréhension s'imposa avec une clarté brutale. L'homme enterré avec sa voiture n'avait pas simplement été éliminé. Il avait été effacé, enseveli avec les preuves capables de faire s'effondrer toute une chaîne de complicité. Le véhicule n'était pas seulement une tombe improvisée, mais un coffre-fort scellé, confié à la Terre comme à un gardien éternel. Et la Terre avait tenu son rôle, jusqu'à ce qu'un signal trop fort rompe le pacte. Ethan referma le porte-document, les mains tremblantes. Il sentit alors le poids de la décision qui l'attendait. Il aurait pu choisir de ne rien faire de plus, de se convaincre que tout cela appartenait au passé, à un autre temps, à des gens qui n'existaient presque plus. Mais il savait que ce serait un mensonge. La vérité avait été sortie de terre, et elle exigeait désormais d'être regardée en face. Il sortit son téléphone et appela le shérif. Sa voix lui sembla étrangère, plus calme qu'il ne l'aurait cru. Les minutes qui suivirent s'étirèrent dans une attente irréelle. Lorsque la première voiture de patrouille arriva, puis une seconde, le jardin se transforma rapidement. Des rubans de sécurité furent installés, des hommes en gants prirent des photos, mesurèrent, notèrent. Le véhicule, qui avait semblé presque intime dans sa solitude, devint soudain une pièce à conviction, un objet public. Les voisins se rassemblèrent derrière les clôtures, chuchotant, observant avec une curiosité mêlée de crainte. L'excavateur, encore couvert de terre, paraissait déplacé au milieu de ce balai méthodique. Ethan resta à l'écart, répondant aux questions quand on les lui posait, mais sentant déjà une distance se créer entre lui et le reste du monde. Il comprit que rien ne serait plus jamais simple ici. Les jours suivants confirmèrent cette impression. Un enquêteur revint avec des documents imprimés et une vieille photographie. On y voyait un homme en costume, souriant devant un cabriolet identique à celui du jardin. Le néon du Blue Lantern brillant derrière lui. Le sourire était celui de quelqu'un qui se croyait intouchable. Les experts confirmèrent l'identité grâce aux archives et aux dossiers médicaux. La disparition des années 50 n'avait pas été une fuite. Elle avait été un voyage sans retour vers la Terre. La ville réagit d'abord par un bruissement incessant. Les journalistes vinrent, repartirent. Certains habitants parlaient de justice tardive. D'autres préféraient détourner le regard. Ethan, lui, se replia chez lui. Chaque fois qu'on lui demandait ce qu'il avait ressenti en ouvrant le coffre, il restait sans réponse. Ce n'était ni l'horreur ni la peur qui dominaient, mais une responsabilité lourde, imposée sans qu'il les cherchait. Puis vinrent les lettres, d'abord sans adresse, puis sans signature. Des phrases courtes, précises, presque mécaniques, lui rappelant qu'il n'aurait jamais dû creuser. Il commença à verrouiller sa porte la nuit,
à remarquer les voitures stationnées trop longtemps, les conversations qui s'interrompaient à son arrivée. Un appel du shérif confirma ce qu'il redoutait déjà. Certaines pages cruciales des documents avaient disparu après leur mise sous scellé. Quelqu'un savait exactement quoi prendre. Ethan comprit alors qu'il n'avait pas seulement déterré une histoire oubliée. Il avait mis à jour une structure encore vivante, capable de se protéger. Et cette prise de conscience l'accompagna lorsqu'il regarda son jardin désormais vide. La fosse rebouchée à la hâte, sachant que le dernier chapitre de cette découverte restait encore à écrire, non dans la terre, mais dans les conséquences qu'elle laissait derrière elle. Après l'agitation des premiers jours, la ville sembla chercher à retrouver une respiration normale. Les voitures des journalistes disparurent, les unes après les autres, laissant derrière elles des trottoirs redevenus ordinaires et des façades qui préféraient oublier. Pourtant, sous cette surface apaisée, quelque chose avait changé de manière irréversible. Ethan le ressentait à chaque pas qu'il faisait hors de sa maison, à chaque regard qui se détournait un peu trop vite ou s'attardait une seconde de trop. Il était devenu malgré lui un point de référence, l'homme par qui le passé avait ressurgi. Un enquêteur revint le voir quelques jours plus tard, apportant avec lui une chemise épaisse et une photographie ancienne. L'image montrait un homme élégant, vêtu d'un costume sombre, debout près d'un cabriolet identique à celui qui avait dormi sous la terre d'Ethan. Derrière eux, le néon du Blue Lantern brillait comme une promesse éternelle. Le sourire de l'homme était large, sûr de lui, celui de quelqu'un qui croyait son avenir solidement verrouillé. Les analyses avaient en confirmé ce que Frank avait pressenti. L'identité du disparu ne faisait plus de doute, et son absence, longtemps classée comme une fuite ou un mystère sans importance, prenait enfin un sens glaçant. Au début, les conversations dans la ville furent inévitables. On parlait de justice tardive, de secrets trop longtemps protégés, de noms respectés qui apparaissaient désormais sous un jour différent. Mais ce murmure s'éteignit rapidement. La vie quotidienne reprit ses droits, et avec elle cette capacité étonnante qu'ont les petites communautés à refermer les plaies avant qu'elles ne saignent trop longtemps. Ethan observa ce phénomène avec un détachement croissant, conscient que le silence revenu n'était pas celui de l'innocence, mais celui d'un compromis ancien. Chez lui, les nuits devinrent plus longues. Les lettres arrivèrent sans bruit, glissées dans la boîte aux lettres, comme si elles avaient toujours été là. Elles ne portaient ni nom ni adresse, seulement des phrases brèves, soigneusement formulées, qui lui rappelaient qu'il aurait mieux valu ne pas écouter ce signal, ne pas creuser cette parcelle de terre. Elles ne contenaient pas de menaces explicites, mais leur ton suffisait. Ethan commença à verrouiller ses portes, un geste qu'il n'avait jamais jugé nécessaire auparavant. Il remarquait désormais des détails qu'il aurait ignorés quelques semaines plus tôt, une voiture arrêtée trop longtemps près de la route, une silhouette immobile à la lisière des arbres, des conversations interrompues dès qu'il entrait dans un magasin. Un soir, le shérif l'appela. Sa voix était lasse, presque résignée. Il lui expliqua que certaines pages essentielles des documents récupérés avaient disparu après leur transfert aux archives. Pas un hasard, pas une erreur. Quelqu'un savait exactement ce qu'il cherchait et avait eu accès à ce qu'il fallait. Cette révélation ne provoqua pas chez Ethan la surprise qu'il aurait attendue. Elle confirma simplement ce qu'il avait compris depuis l'ouverture du coffre. Il n'avait pas seulement exhumé un crime, mais touché à une organisation discrète, patiente, qui avait appris à survivre en se fondant dans le décor. L'hiver arriva et, avec lui, une couche de neige qui recouvrit le jardin. Les traces de l'excavateur disparurent, la terre se lissa sous le poids du froid, comme si rien n'avait jamais été dérangé. Ethan regardait parfois ce paysage blanc depuis la fenêtre, conscient de l'ironie cruelle de cette paix apparente. La terre savait ce qu'elle cachait, même lorsque les hommes faisaient semblant d'oublier. Au printemps, lorsque le sol se ramollit de nouveau, Ethan entreprit de remettre le terrain en état. Il nivela la surface, ajouta de la terre fraîche, travaillant lentement, méthodiquement. À l'endroit précis où la voiture avait reposé, il construisit un banc simple avec les planches restantes de son abri. Il n'avait pas l'intention de créer un mémorial. Il avait seulement besoin d'un lieu où s'asseoir, d'un point fixe pour regarder ce qui avait été et ce qui restait à venir. À côté, il planta un jeune érable. L'arbre était mince, presque fragile, mais vivant, et cela lui suffisait. L'été vit l'érable se couvrir de feuilles. Le jardin retrouva peu à peu son aspect ordinaire, herbes, ombres, chants d'oiseaux.
Pourtant, Ethan savait qu'il ne regardait plus ce lieu de la même manière. La quête du silence qui l'avait conduit ici avait changé de nature. Il comprenait désormais que le calme pouvait être une construction trompeuse, parfois achetée au prix du sang et du mutisme forcé. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, il s'assit sur le banc et observa l'érable. Il ne ressentait ni victoire, ni véritable soulagement. Ce qu'il éprouvait ressemblait davantage à une acceptation lucide. La terre se souvenait. Peu importe le nombre d'années écoulées, le nombre de noms changés ou de dossiers altérés, elle conservait le poids des choses qu'on lui confiait. Et tôt ou tard, un signal assez fort finissait par se faire entendre. Ethan se leva, posa la main sur l'écorce rugueuse de l'arbre et se dirigea vers la maison. Il ne se retourna pas. Pour la première fois depuis longtemps, il comprit qu'il pouvait vivre non seulement pour préserver le silence, mais pour accepter la vérité, même lorsqu'elle ne promettait ni paix, ni consolation. Parfois, il suffisait que la vérité cesse d'être enterrée pour que quelque chose en soi commence enfin à respirer. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Regardez nos autres vidéos, encore plus de découvertes inattendues et de mystères vous attendent. Partagez cette vidéo avec ceux qui aiment ce genre d'histoire et écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez.